Je suis Christophe Oiset, je suis directeur développement territorial chez EDF. Mon rôle est essentiellement d'accompagner les acteurs du territoire et notamment sur les énergies décarbonées pour les projets d'aménagement, de construction, de rénovation, ainsi que tous les sujets concernant la mobilité. Je mène aussi des actions vis-à-vis de la lutte contre la précarité énergétique en accompagnant avec nos équipes Solidarité d'EDF l'ensemble des médiateurs sociaux des structures publiques ou privées. Aujourd'hui, l'objet de cette conférence est de vous apporter de l'information sur la nécessité d'utiliser les énergies décarbonées euh, en explorant les solutions actuelles et celles du futur. Mon propos est sans parti pris et sont issus essentiellement de mon expérience professionnelle que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans. Cette présentation va se dérouler en 3 parties. La première qui va être un constat actuel sur les émissions de gaz à effet de serre. La deuxième partie va concerner les solutions actuelles d'énergie décarbonée. Et enfin, la troisième partie va concerner l'ensemble des énergies ou systèmes qui vont être développés dans le futur. Si nous commençons par le constat actuel, aujourd'hui, nos scientifiques nous indiquent que l'augmentation importante des gaz à effet de serre perturbe le climat et a des effets dévastateurs sur notre environnement, comme par exemple la hausse de la température sur Terre. Celle-ci a augmenté de 1 degré depuis 1900 et suivant les scénarios réalisés par les scientifiques, elle va augmenter de 2 à 5 degrés en 2100. Il y a aussi la montée des eaux, la fonte des glaciers, la fonte de la calotte glaciaire. Et depuis 1900, l'océan a monté de 20 cm. Nos scientifiques prévoient que les océans vont s'élever de 80 cm en 2100. Alors, un petit zoom sur l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est? Grâce à l'effet de serre, la vie est possible sur Terre, puisque les gaz présents dans l'atmosphère, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone principalement, permettent à la Terre de capter l'énergie du Soleil et donc de développer la vie. L'effet de serre est donc naturel. S'il n'existait pas, nous aurions une différence de température de 33 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurions une température de moins 18, ce qui est quand même assez froid et ne permet pas à la vie de se développer. De quoi sont constitués les gaz à effet de serre? Si vous avez vu sur le graphique, vous pouvez vous apercevoir que les gaz à effet de serre sont composés essentiellement de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote, ainsi que un peu de gaz fluoré. Ces émissions de carbone en France correspondent à entre 70 et 75 %. Pour le méthane, vous avez 12 % et 9 % pour le protoxyde d'azote et 4 % pour le gaz fluoré. Donc intéressons-nous à la plus forte émission de gaz, notamment les gaz de CO2. Quels sont les secteurs en France qui émettent le plus de gaz de CO2? Vous voyez sur le graphique que ce sont essentiellement le transport, le résidentiel tertiaire et l'industrie qui émettent le plus de CO2 en France. Et notamment, pour le transport, 128 millions de tonnes de CO2, pour le résidentiel et le tertiaire, 78 et 71 pour l'industrie. Voilà ces données nationales qui sont publiées sur le net et dont tout le monde a accès. Mais regardons maintenant sur la communauté d'agglos du pays de Fontainebleau. Qu'est-ce que l'on voit? On voit, alors d'abord, ces données ont été, ces graphiques ont été constitués par nos chercheurs à la R&D d'EDF. Ils ont collecté l'ensemble des données publiques, notamment sur l'INSEE, plus quelques bases de données spécialisées, ce qui leur ont permis de construire ces graphiques assez intéressants et surtout à l'échelle de l'agglo, ce qui permet d'avoir déjà une première approche sur les émissions de carbone du territoire. Donc qu'est-ce que l'on voit?
Pour une population de 68 000 habitants, une surface de 438 km² et pour plus de 35 000 logements, on voit que on a une population qui a de l'espace pour vivre, puisque vous avez un rapport de 156 habitants au kilomètre carré. Donc, je dirais que c'est un pays où il fait bon vivre. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que les 255 kilotonnes de CO2 qui sont émis par an par l'agglomération, et donc tout ce qui la compose, sont essentiellement dus à trois secteurs. Le secteur le plus important, le résidentiel, ensuite tout ce qui concerne la mobilité et le tertiaire. Donc si on rejoint les deux principaux secteurs qui émettent le plus de carbone, comme le tertiaire et le résidentiel, qui sont finalement voisins dans l'utilisation des systèmes, vous avez la majeure partie des émissions de CO2. Concernant la mobilité, un point important, dans ces calculs de graphique, vous n'avez pas la mobilité qui concerne les transports traversant le territoire. Donc ce sont vraiment les émissions de CO2 émises par la population et l'ensemble des activités du territoire de l'agglo. On voit que ce graphique, si on veut avoir une démarche de diminution ou d'éradication des émissions de CO2 à l'échelle du territoire, qu'il va falloir travailler en priorité sur ces trois secteurs, que sont le résidentiel, le tertiaire et la mobilité. Faisons un petit zoom d'abord sur le résidentiel. Qui émet le plus de CO2? Quelles sont les sources d'énergie émettrices de plus de CO2 dans le résidentiel de l'agglomération? Eh bien, vous voyez très nettement que les logements sont chauffés principalement au gaz et au fioul sur l'ensemble du territoire. Peu de logements en électricité, alors encore moins puisque ça représente 1% pour le bois. Et il y a effectivement réseaux de chaleur des réseaux de chaleur qui ont une petite mixité énergétique, puisqu'il y a un peu de biomasse utilisée sur certains réseaux. Donc on voit que finalement, les énergies les moins carbonées, que sont l'électricité, le bois et un peu le réseau de chaleur, représentent à peu près entre 18 et 23%, ce qui est quand même relativement faible à l'échelle du territoire. Donc le gros du travail sera bien évidemment, pour décarboner l'ensemble du résidentiel, du tertiaire et de la mobilité, de travailler sur ces points-là. Comparons maintenant les chiffres de l'agglomération avec une agglomération moyenne, identique au niveau national. Qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce qui est flagrant? C'est que le tertiaire, vous voyez que sur le graphe, la barre rouge, 28% pour l'agglomération du pays de Fontainebleau, est 2 fois plus importante émettrice de CO2 qu'une agglomération à peu près identique. Alors, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que dans l'agglomération du pays de Fontainebleau, il y a quand même beaucoup de bâtiments historiques qui sont très énergivores et qui sont difficilement équipables en isolation pour diminuer leurs émissions. Une fois qu'on a regardé et comparé ces émissions de CO2 à l'échelle du territoire et au niveau national, nous intéressons-nous maintenant aux solutions énergétiques existantes pour décarboner nos systèmes de chauffage. Alors, d'abord, nous avons quoi? Regardons spécifiquement les émissions de CO2 pour 1 kWh consommé pour du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Lorsque vous utilisez du fioul, vous avez 314 grammes d'émissions par kilowattheure consommé. Quand vous utilisez du gaz, vous en avez un peu moins, 243 grammes de CO2 par kilowattheure consommé. Et lorsque vous regardez la part électrique, elle n'est que de 66 grammes
contre 17 grammes pour les plaquettes forestières, la biomasse en général. Donc on voit qu'effectivement, avec le développement des solutions énergétiques, gaz, d'abord fuel et ensuite gaz, on a généré beaucoup et on génère beaucoup d'émissions de CO2 à l'échelle du territoire. À partir de ces chiffres, qu'est-ce que l'on peut envisager comme solution de rechange qui permettrait de décarboner les émissions décarboner les émissions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Passons en revue donc ces solutions d'énergie renouvelable. Vous avez quoi? On vient d'en parler, le bois. Le bois est un système, enfin est une ressource énergétique intéressante puisqu'elle permet de répondre à l'ensemble des besoins, qu'ils soient individuels ou collectifs, même en utilisant des grosses chaudières biomasse sur des réseaux de chaleur à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier. Ce sont des solutions intéressantes. Par contre, il est souvent nécessaire pour des systèmes collectifs d'avoir un secours gaz, de manière à ce que l'énergie de chauffage et d'ECS soit produite en continu. Et il est nécessaire aussi que la filière biomasse soit développée de manière à approvisionner l'ensemble des abonnés ou des utilisateurs de ce genre de système. Le reproche que l'on peut faire à cette énergie renouvelable, c'est d'émettre des particules dans l'atmosphère. Bien évidemment, les systèmes qui sont intégrés à des réseaux de chaleur ou à des systèmes collectifs ont des systèmes de filtration suivant les normes et donc limitent les rejets dans l'atmosphère. Seuls les foyers ouverts, seuls les poêles à bois peuvent être émetteurs de particules dans l'atmosphère. Sauf que ces systèmes sont peu volumineux en termes de production de particules par rapport à d'autres installations. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on a? On a la géothermie. Alors c'est un système intéressant puisque la géothermie va exploiter la chaleur de l'eau ou la chaleur de la terre comme énergie principale, couplée à des systèmes de pompe à chaleur ou pas, permettent de relever la température et d'utiliser cette ressource pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. La géothermie, il y a 3 principales géothermies. La géothermie la plus profonde qui va chercher l'eau de la nappe à moins 1800 mètres de profondeur, va permettre de récolter une eau à 70 degrés et donc de distribuer quasi directement la chaleur dans les logements. L'inconvénient de cette ressource, c'est qu'il faut l'exploiter dans une zone très dense, puisque le forage à moins 1800 mètres, vous imaginez bien qu'il est très coûteux, et il faut pouvoir amortir ces investissements avec beaucoup de débouchés de chaleur. La géothermie, la deuxième, la géothermie sur l'Albien à moins 800 mètres est intéressante, mais elle a une température de récupération qui est de l'ordre de 27 degrés. On peut l'utiliser moyennant des systèmes de pompe à chaleur complémentaires pour élever sa température et donc avoir une eau de chauffage pour les logements ou pour les bâtiments intéressante, 60-70 degrés. Donc ça nécessite de l'électricité en complément, une certaine dose d'électricité en complément. Par contre, en Île-de-France, il y a un certain nombre de géothermies dans l'Albien, donc à 800 mètres, qui sont exploitées, mais il y a des difficultés géologiques à pouvoir réinjecter l'eau captée, puisqu'il n'y a pas de consommation d'eau. Sur la géothermie, on pompe l'eau et on la réinjecte. Et il y a quelques problèmes de fiabilité d'utilisation de cette ressource. Par contre, vous avez une ressource qui peut être aussi utilisée, qui est moins profonde, puisqu'on va chercher l'eau à 100 mètres, donc dans la nappe quand elle existe, et elle permet pour des petites installations, donc soit individuelles, soit pour du petit collectif, d'utiliser cette ressource comme ressource principale et adossée à une pompe à chaleur, produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Bien évidemment, il est nécessaire que, les systèmes additionnels à la géothermie soient efficaces avec des bons rendements pour que ça en vaille la peine, heu sinon, ça serait une gabegie énergétique. Passons maintenant à une autre solution qui est le solaire thermique, qui a été, développé, déjà il y a de nombreuses années, et qui n'est, malheureusement, de par ses capacités, hein, puisqu'elle capte les rayons du soleil et pour chauffer un fluide caloporteur et donc faire de l'eau chaude sanitaire, par exemple, ou du chauffage dans certaines habitations, ce système ne peut fonctionner que très peu de temps dans l'année parce que, bien évidemment, on n'a pas du soleil, tout le temps ici, dans le pays de Fontainebleau, malheureusement, donc ça s'adresse plus, aux pays très ensoleillés ou aux régions très ensoleillées. Enfin, vous avez quand même, l'électricité qui est une énergie, vous l'avez vu dans le graphe tout à l'heure, qui est quand même de loin la plus décarbonée, en dehors des énergies totalement renouvelables et qui peut être utilisée, bien évidemment, dans des logements, dans du tertiaire, pour, produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Là encore, on retrouve le système de pompe à chaleur, qui permet, avec, la consommation d'1 kWh d'électricité, de produire 3 kWh de chauffage ou de CS. Moyennant ces systèmes performants, d'équipements performants, vous pouvez, limiter les consommations électriques et donc avoir une facture, assez allégée et donc très peu d'émissions de carbone. Si vraiment vous souhaitez avoir, heu, aucune émission de carbone, eh bien, avec ce genre de système, eh bien, c'est, de passer un contrat, d'achat, d'électricité verte, ce qui vous permet d'avoir effectivement une énergie de chauffage et d'eau chaude sanitaire totalement décarbonée. Avançons un peu plus loin maintenant, parce que là, on a vu les systèmes de chauffage pour les logements, le tertiaire, voire l'industrie. Heu et regardons maintenant comment peut-on produire de l'électricité décarbonée? Ah, excusez-moi, je vais refaire un petit zoom d'abord sur les réseaux de chaleur parce que c'est un outil quand même assez efficace pour, les zones très urbanisées, les villes et voire les quartiers importants. Heu ce système de réseau de chaleur, qui, permet d'avoir une production centralisée et de distribuer, en volume, de la chaleur pour produire du chauffage et de l'ECS, est intéressant sur les zones très urbanisées. Pourquoi? Parce que ces systèmes centralisés et de distribution de chaleur coûtent assez cher, tout est relatif, mais nécessite des travaux d'infrastructure assez importants. Donc il est toujours nécessaire d'avoir beaucoup de débouchés de chaleur, d'où une densité de consommation importante. Sur, des zones très étalées d'un point de vue urbain, nous ne pouvons pas, enfin, il est impensable de déployer, des réseaux de chaleur. Pourquoi? Parce que le coût d'installation serait supérieur à des systèmes autonomes très, utilisant, les énergies renouvelables. Ce qu'il faut, avoir à l'esprit aussi, c'est que ces réseaux de chaleur, sont intéressants parce que dans certains cas, on peut imaginer des productions un peu décentralisées qui s'adaptent, à l'urbanisation et au développement de la ville. Heu, il est aussi intéressant d'avoir des réseaux de chaleur avec, des systèmes de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables. On en a un peu parlé tout à l'heure avec la biomasse et la géothermie. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à une tarification avantageuse grâce à une TVA abaissée pour l'ensemble des abonnés. Généralement, ces réseaux de chaleur ont été construits à l'époque des années 60-70, après le choc pétrolier, notamment lorsque, on a créé des quartiers nouveaux et d'ailleurs vous avez un réseau de chaleur, assez important sur le territoire, sur la commune d'Avon, au niveau de la butte Monceau, qui lui fonctionne, totalement au gaz et effectivement c'est un sujet, du territoire de, pouvoir verdir ce réseau.
Ce qui est intéressant avec les réseaux de chaleur en zone assez dense, c'est que notamment pour les nouveaux quartiers qu'on appelle écoquartiers, on peut développer des solutions de distribution de la chaleur renouvelable à l'échelle du quartier et donc pour l'ensemble des habitants. Euh, les réseaux de chaleur sont aussi un outil assez intéressant dans un cas particulier, dans le cas de récupération de chaleur sur les data centers. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été étudiés et un qui a été réalisé en Île-de-France, notamment sur Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, où là, la production de chaleur fatale émise par les groupes froids d'un data center sont récupérés et distribués, et rehaussés bien évidemment avec un système de production centralisé et distribué à différents abonnés, comme par exemple la piscine qui est à côté et quelques bâtiments d'activité. Ce genre de système de récupération sont quand même assez compliqués. Pourquoi? Parce que il faut réunir un certain nombre de conditions à la fois techniques et de développement. Pourquoi? Parce que la chaleur récupérée est relativement faible. On tourne entre, à l'époque du réseau de Marne-la-Vallée, c'était 24-25 degrés. Maintenant, avec l'évolution des technologies de data center, on récupère une chaleur à 30-40 degrés. Par contre, il faut pouvoir raccorder des abonnés sur ce réseau. Il est évident que si un data center s'installe sur une zone déjà urbanisée, il va être difficile de proposer aux gens du quartier, aux entreprises du quartier de se raccorder. Bien, revenons maintenant à ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, puisque là on vient de voir l'ensemble des énergies décarbonées pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Et maintenant passons aux solutions qui permettent de produire de l'électricité décarbonée. En fait, il y en a, il y en a plusieurs, mais la plus simple à mettre en œuvre, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques et de produire de l'électricité quand il y a du soleil. Et il y a deux manières d'utiliser cette production. La première manière, c'est d'installer des fermes solaires, des installations qui font plusieurs hectares, voire dizaines d'hectares, et qui produisent en masse de l'électricité sur des terrains qui sont généralement des anciennes friches industrielles, qui sont des terrains pollués, des terrains qu'on ne peut pas exploiter autrement et qui doivent représenter de grandes surfaces, surtout en Île-de-France. Pourquoi? Parce que il y a peu de soleil par rapport à la région sud et ça pose des problèmes économiques de rentabilité. Donc, ces installations qui sont destinées à la revente de l'électricité, donc réinjectées sur le réseau, euh, sont, euh, euh, sont peu nombreuses en Île-de-France. Il y en a une en cours de construction en Essonne et il y a un projet en Seine-et-Marne. Par contre, dans le sud de la France, effectivement, il y en a plusieurs et de plusieurs dizaines d'hectares. Le principe sur ces installations, c'est de maximiser l'installation, les investissements pour avoir un maximum de surface et donc produire un maximum d'électricité verte. Ensuite, il y a une autre opportunité qui là est vraiment très intéressante pour les bâtiments, qui est la production d'électricité sur les bâtiments, sur certaines zones, à destination d'une autoconsommation. C'est-à-dire que le propriétaire d'un bâtiment a la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques pour sa propre consommation. Aujourd'hui, l'évolution de la réglementation le permet et l'ensemble des systèmes de financement, d'aide, notamment au travers de l'ADEME, permet et facilite ce genre d'installation. Bien évidemment, la production d'électricité par panneau et donc en autoconsommation permet d'éviter d'effacer une partie de cette consommation électrique habituelle et donc d'effacer une partie de la facture et de l'énergie électrique du réseau. Alors,
Bien évidemment, il est difficile de produire en permanence et d'avoir des bâtiments totalement autonomes. En général, on arrive sur les projets à un taux d'autoconsommation de 95%, c'est-à-dire que 95% de l'électricité produite par les panneaux est consommée sur place, avec un taux d'autoproduction qui tourne entre 10 et 25%. Ces systèmes sont très intéressants, que ce soit sur les projets neufs ou de rénovation, euh, combinés, et on le verra après, à d'autres systèmes de production d'énergie renouvelable, vous permet d'avoir un ensemble relativement cohérent, voire même très cohérent dans certains cas, en termes de décarbonation de l'énergie utilisée pour du logement, du tertiaire, qu'il soit privé ou public. Il est important aussi de comprendre que l'autoconsommation par panneau photovoltaïque est dimensionnée par rapport aux besoins. Vous vous souvenez que dans la partie ferme solaire dont je parlais précédemment, j'ai insisté sur le terme de maximisation de la surface de panneau à installer pour produire un maximum. Là, dans l'autoconsommation, notamment individuelle, nous sommes sur un dimensionnement de panneaux en fonction des consommations annuelles du propriétaire du bâtiment. Et de toute façon, ce genre d'installation est réglementé et on ne peut pas aller au-delà de la puissance souscrite en termes d'abonnement électrique. Donc vous voyez que ce qui est intéressant dans ce genre de solution, qui nécessite certes des investissements, on arrive à combiner plusieurs sources d'énergie renouvelable permettant de décarboner, décarboner l'utilisation des énergies pour du chauffage et sa propre consommation électrique. Maintenant, voyons un peu ce qui se pratique dans certains projets, notamment neufs, parce qu'il est plus facile de travailler, de faire des configurations combinées qui tendent à aller vers du 100% renouvelable. Notamment, vous voyez le schéma à l'écran qui vous indique que vous avez le raccordement de bâtiments de logement, par exemple, ou de tertiaire, sur un réseau de chaleur qui ENR, donc avec de la géothermie, là symbolisée sur le schéma, qui permet d'alimenter l'ensemble des logements et des surfaces de bureaux au travers d'un réseau relativement vertueux. Bien évidemment, ces bâtiments construits neufs sont des bâtiments très performants, donc peu consommateurs, ce qui permet de limiter la production de chauffage. Et grâce notamment, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a deux petits carrés verts foncés qui, grâce notamment à du stockage thermique, permet de limiter la puissance nécessaire au fonctionnement global de cet écoquartier, symbolisé par ce schéma. Vous avez aussi de représenter sur ce schéma des panneaux photovoltaïques, soit en revente lorsque les surfaces sont revente d'électricité par le biais d'un tiers investisseur qui louerait les surfaces de toiture aux propriétaires des bâtiments ou à la copropriété pour installer les panneaux et produire un maximum d'électricité, ou alors en autoconsommation et donc autoconsommation collective, puisqu'il pourrait y avoir sur ces bâtiments plusieurs producteurs d'électricité, plusieurs propriétaires de panneaux photovoltaïques qui revendraient par exemple, aux propriétaires de logements, l'électricité. Donc c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, qui est quand même relativement complexe à développer actuellement. Pourquoi? Parce que ça nécessite un certain nombre de mécanismes juridiques assez lourds à mettre en œuvre. Ce que ce schéma représente aussi, c'est bien évidemment la partie un peu numérique de ce genre d'installation. On en parlera à la fin, tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de remonter ces données de consommation afin de gérer d'une manière optimale l'ensemble des consommations et de la production.
Ce schéma est issu d'un projet en cours, alors en cours d'appel d'offres, donc j'en parlerai pas, mais les simulations de consommation énergétique ont permis de révéler que la facture énergétique des logements ou des surfaces tertiaires allait être diminuée de 45% par rapport à la réglementation actuelle qui est la RT 2012 et qui est déjà une réglementation très performante. Alors, si je fais un peu une synthèse de l'ensemble des solutions que je vous ai présentées, on retrouve bien évidemment la biomasse, qui est une solution qui peut s'adapter à pas mal de configurations, que ce soit en solution individuelle ou collective. Il sera nécessaire, bien sûr, toujours d'avoir un complément électrique pour fonctionner. Ou la géothermie, qu'elle soit de surface ou profonde, donc à moins 1800 mètres, qu'on appelle le Dogger, qui là nécessite un réseau de chaleur pour pouvoir alimenter entre 5 et 6 000 logements. Il y a aussi, bien sûr, l'utilisation du solaire thermique, donc j'ai un peu parlé, qui est une énergie de complément. Et enfin, bien évidemment, la solution électrique, soit verte, soit traditionnelle, avec des équipements très performants que sont les pompes à chaleur. Combiné à de l'autoconsommation, vous avez pour des bâtiments des solutions extrêmement efficaces et surtout totalement maîtrisées aujourd'hui par les entreprises en termes d'installation et aussi en termes d'exploitation. Ces systèmes sont très très fiables. Euh, il suffit d'étudier chaque projet et de trouver la meilleure des solutions. Bien évidemment, chaque cas est identique. Et puis avoir ces connaissances et avoir une vision un peu territoriale de l'énergie en développant un schéma directeur permettrait de fixer des ambitions au travers du prisme de la décarbonation et donc de la limitation des émissions de CO2. Maintenant, on a fait le tour des solutions existantes, je vais vous parler des solutions de demain ou qui sont en train d'être mis en œuvre sur des démonstrateurs, sur des quartiers novateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les grands projets parisiens, alors proche couronne ou deuxième couronne, il n'y en a pas du tout en troisième couronne, malheureusement. Euh, Ces grands projets parisiens, ces grands projets d'aménagement, ces grands projets de construction, ces grands concours sont soumis à des contraintes d'innovation extrêmement fortes, sont soumis à des exigences qui dépassent euh, souvent les compétences et les connaissances actuelles. Donc il est nécessaire de faire preuve d'imagination et de créativité pour trouver des solutions qui permettent de développer des solutions décarbonées et surtout des solutions efficaces et opérationnelles. Il ne s'agit pas effectivement d'inventer des systèmes qu'on appelle souvent des usines à gaz et qui, dans le temps, ne sont pas pérennes et provoqueraient des dysfonctionnements et donc un mal-être des habitants lorsqu'il s'agit du logement. Euh, Ce qui est important de comprendre dans ces projets, dans ces réflexions, c'est qu'il faut effectivement regarder tous les sujets par le biais de la décarbonation. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé de consommation, qui est, on va dire, un peu l'habitude de chaque présentateur, de chaque bureau d'études, de chaque ingénieur ou de chaque consommateur. C'est bien évidemment, c'est diminuer ses consommations. Sauf qu'aujourd'hui, la dimension carbone devient de plus en plus forte et nécessaire, comme vous l'avez compris et que j'ai présenté au début de la présentation. Il est impératif d'éradiquer ces émissions de carbone si on souhaite préserver notre planète. Donc l'aspect consommation est important, bien évidemment, parce que si on réalise des bâtiments performants, il y aura moins de consommation, mais si on réalise des bâtiments qui consomment, mais avec des énergies vertes, donc peu émettrices ou pas émettrices du tout de CO2, c'est un moindre mal. L'idéal étant d'avoir bien évidemment la combinaison des deux. Donc à l'échelle d'un territoire, se poser cette question-là est une démarche très novatrice
Très peu de sociétés ont les compétences pour faire ce genre d'études, d'autant plus que si ce genre d'études d'empreinte carbone d'un territoire est réalisé, il ne faudra pas s'arrêter à la vision de cette empreinte carbone, il faudra continuer, et là ça demande beaucoup de courage auprès de nos élus, auprès des acteurs, pour développer un schéma directeur qui contraint malheureusement, qui oblige certes avec de la pédagogie, qui oblige l'ensemble des acteurs du territoire à se conformer à une diminution, une éradication des émissions de CO2. Ces projets sont des projets de moyen terme, mais qui permettent de faire l'inventaire des ressources, de trouver des solutions énergétiques à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une agglo, et qui tient bien évidemment compte de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient entreprises, et bien évidemment qui tient compte du territoire et de ses grandes composantes, comme peut l'être par exemple la forêt de Fontainebleau. Ça, c'est un point, c'est une démarche novatrice. On voit se développer à l'échelle nationale avec des compétences multiples pour réaliser ce genre de projet, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sociétales, parce que la dimension sociale est importante. Il ne s'agit pas de tracer des grandes trajectoires sans tenir compte des habitants et de la société, bien évidemment. Ça, c'était le premier point qui est un peu novateur et qu'on va voir régulièrement se développer à l'échelle des territoires, qui va bien au-delà des plans climat, qui sont déjà une première approche, hein. Euh, le deuxième point, et là je vais citer en exemple un projet qui est en cours de réalisation à Nanterre, ce sont le développement des smart grids. Donc le smart grid, c'est quoi? C'est un mot un peu valise, hein, dans lequel on met beaucoup de choses. Ça parle des réseaux intelligents, donc ça peut être de l'énergie, ça peut être du numérique, mais en ce qui nous concerne, les réseaux, les smart grid énergie sont des réseaux intelligents. Et pourquoi ils sont intelligents? Parce qu'ils permettent les échanges thermiques. Ils sont conçus pour échanger les systèmes de production et échanger la production énergétique entre différents acteurs à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, voire même dans l'idéal à l'échelle d'un territoire. Le gros avantage, c'est quand il y a un surplus de production, il peut être échangé ou diffusé ou transmis à une structure, un bâtiment qui en a besoin à ce moment-là. Donc on se retrouve avec un système assez complexe, hein, puisque c'est effectivement de la dentelle, hein, réalisée à l'échelle d'un quartier. Pourquoi de la dentelle? Parce qu'il y a une multiplicité de ressources utilisées à différents moments, au meilleur moment, et donc on maximise les ressources utilisées au meilleur moment et toujours par rapport à des besoins. Là où avant on réalisait des réseaux de chaleur avec de la grosse puissance pour alimenter des logements peu performants, aujourd'hui la combinaison de la performance constructive ainsi que de l'utilisation des énergies renouvelables qui sont parfois et souvent intermittentes, nous pousse à réaliser des projets compliqués, mais avec intelligence. Et c'est le cas sur ce projet de Smart Grid à Nanterre, où vous avez une boucle d'eau tempérée qui permet à chaque acteur du territoire, vous voyez sur le schéma des logements, du tertiaire, et vous voyez mis en exergue différentes ressources renouvelables que sont la géothermie, la captation de la chaleur dans les eaux grises, donc les eaux de rejet, l'électricité solaire, pour certaines parties du free cooling, donc l'air frais de l'extérieur, et un système de cogénération à partir d'huile végétale. La cogénération, pour ceux qui ne le savent pas, est un système qui permet de, moyennant une combustion, donc là d'une ressource, d'un combustible renouvelable, de produire de la chaleur et de l'électricité. Donc l'association intelligente de l'ensemble de ces systèmes de production, sans oublier, oui, j'oubliais le stockage thermique, hein, par ballon ou par sonde dans la terre,
permet de distribuer en fonction des besoins de chaque acteur la meilleure énergie et la plus renouvelable possible. Bien évidemment, ces systèmes de réseau, de smart grid, ont besoin d'intelligence et c'est là où les données sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de piloter l'ensemble d'une manière la plus efficiente possible. Alors, ces données sont totalement anonymisées, bien évidemment, mais elles permettent de piloter au plus fin jusqu'au logement le fonctionnement des systèmes et surtout de bien comprendre les besoins en énergie de chaque acteur du territoire. Ce projet est en cours de réalisation à Nanterre et risque de faire des émules sur d'autres projets d'aménagement du territoire. Il est évident que pour des projets de rénovation, le sujet est beaucoup plus complexe, puisque là, dans le cas de Nanterre, on a affaire à des bâtiments qui sont très performants et la rénovation des bâtiments anciens pose le problème de l'isolation, qui est toujours très compliqué, notamment sur des bâtiments avec des façades très ouvragées qu'il faut garder. Donc parfois la rénovation par l'intérieur n'est pas forcément aussi efficace que un système d'isolation par l'extérieur. Mais c'est un autre sujet. Si je poursuis, qu'est-ce qu'on voit arriver dans les systèmes de décarbonation, enfin dans les systèmes d'utilisation des énergies décarbonées, pardon, eh bien c'est l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus, mais figurez-vous que l'intelligence artificielle commence à être utilisée sur des réseaux de distribution, notamment la distribution électrique. Cela permet, grâce à cette intelligence artificielle, d'anticiper des pannes qui vont arriver par l'analyse d'événements différents sur le réseau électrique. Donc ça permet quoi? Ça permet de gagner du temps, ça permet de fiabiliser bien évidemment la maintenance des réseaux. Et donc, ça diminue les coûts de fonctionnement et d'investissement, bien évidemment. On utilise aussi, d'ailleurs, l'intelligence artificielle dans le pilotage du fonctionnement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire de façon individuelle, dans le logement individuel, hein, grâce à des automates qui embarquent cette intelligence et qui analysent le mode de vie de la famille et anticipent les besoins. Donc, ce qui permet de diminuer la production d'énergie, au moins de la produire au bon moment, et pas de façon permanente. Voilà pour l'intelligence artificielle. Enfin, je terminerai mon propos sur l'hydrogène, qui n'est pas une énergie nouvelle, mais qui est en train de se développer sur le territoire national. Et d'ailleurs, on a en test sur le site de recherche des Renardières un électrolyseur qui permet de produire de l'hydrogène totalement propre et décarboné, bien sûr grâce à l'électricité et grâce aux panneaux photovoltaïques qui sont aussi en test sur le site. Mais alors, au travers de ce schéma un peu compliqué, l'hydrogène peut être produite grâce à cet électrolyseur et l'hydrogène est un combustible totalement propre dont on maîtrise totalement la technologie, mais qui était plus destiné à des applications industrielles avec initialement une production très carbonée, puisqu'on utilisait le méthane pour le faire, et on utilisait le principe de reformage. Et aujourd'hui, l'hydrogène va, je pense, d'ici les années à venir, au moins pousser, notamment dans le secteur de la mobilité, pousser à certaines évolutions notamment des camions, notamment des trains et voire des avions, hein, puisqu'ils sont en train de plancher sur le sujet. Mais au moins ce qui est le plus proche de nous, c'est-à-dire tout le transport par camion qui est actuellement fait soit au gaz naturel, qui est quand même composé de carbone, il faut le dire, hein, va permettre de décarboner des flottes de camions et va permettre d'éviter ces émissions de CO2.
Alors bien sûr, pour développer une filière, comme pour la biomasse, hein, comme toute filière, on a toujours besoin de beaucoup de volume d'un seul coup pour installer une filière avant que ça arrive sur nos véhicules légers, nos véhicules particuliers. Par exemple, vous avez des taxis à Paris qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors bon, c'est pas un hydrogène totalement décarboné, c'est pas très super vertueux, mais c'est déjà un premier pas, hein. C'est ce qu'on appelle la transition. On ne peut pas avoir de rupture technologique d'un seul coup. Et donc l'hydrogène viendra pour la mobilité, bien évidemment en complément de l'électricité qui se développe pour les transports en commun, mais dont la difficulté de l'électricité est le stockage et on ne peut pas, les bus par exemple électriques ne peuvent pas avoir des distances parcourues aussi grandes que l'hydrogène qui pourraient supplanter totalement le combustible pétrole sur les transports. Alors, on étudie aussi l'utilisation de l'hydrogène en lieu et place du fioul ou du gaz. Donc, il faut que le temps que les technologies s'adaptent, notamment sur les chaudières, et il faudra de toute façon un peu de stockage en local, puisque aujourd'hui le réseau gaz n'est pas compatible avec la molécule d'hydrogène. Pourquoi? Parce que la molécule d'hydrogène est beaucoup plus fine, donc il faut des réseaux beaucoup plus étanches. Et je ne pense pas que ce soit aujourd'hui la solution de distribuer l'hydrogène par réseau, puisque ça coûte quand même beaucoup d'investissements. Par contre, l'hydrogène, en multipliant les usages, en équipant les camions, par exemple, de collecte de déchets, de moteurs à hydrogène, en équipant des bus longue distance à hydrogène, en équipant des camions des camions de travaux publics qui sont de gros émetteurs de CO2. En multipliant ces usages, on pourra imaginer effectivement installer des stations de production hydrogène à partir de l'eau, hein, où l'électrolyse de l'eau permet de séparer les molécules d'oxygène et d'hydrogène et donc de produire de l'hydrogène. Donc toutes ces technologies sont en marche. La difficulté en Île-de-France pour voir l'hydrogène arriver, c'est qu'effectivement, les transports collectifs sont régis par une structure qui gère l'ensemble des transports en commun en Île-de-France. Ils ont fait des investissements sur la partie électrique, donc il faut effectivement que tous ces schémas d'investissement se mettent en place et soient épurés pour commencer à voir des systèmes à hydrogène. Ce qui est le cas par contre en province, où il y a peut-être alors il y a déjà des plus longues distances donc, à parcourir, donc il y a des structures qui sont prêtes, enfin qui ont déjà commencé à installer des lignes de bus à hydrogène, notamment dans le nord, dans le centre de la France, la région centre donc, et ces bus sont en fonction. Donc on voit que cette technologie bien maîtrisée, connue, est en cours de déploiement, là où c'est possible. Par contre, en Île-de-France, il faudra compter sur, bien évidemment, la partie mobilité, mais aussi d'aller chercher d'autres usages et de les mutualiser. C'est un peu la démarche des smart grids, c'est-à-dire qu'il faut décloisonner les usages qu'on avait toujours tendance à ensiloter et de manière à avoir ce regard pour le développement de nouvelles solutions. C'est ce qui pourrait être fait dans le cadre de réalisation d'études d'empreinte carbone à l'échelle d'un territoire. Alors effectivement, j'ai peu parlé de la mobilité, notamment la mobilité électrique. Il est clair qu'aujourd'hui, le déploiement des bornes à l'échelle des territoires est en cours. Vous avez remarqué que les constructeurs avaient fait le pas déjà depuis un an, même un peu plus pour certains, et que les véhicules électriques sont une très bonne alternative aux véhicules diesel ou à essence qui émettent énormément de CO2. Par contre, effectivement, ça reste pour la plupart des véhicules sur des trajets courts. Donc, la transition sur la mobilité, ce sont les véhicules hybrides, mais qui verront eux aussi
une échéance de terminaison à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en parallèle de ça, l'hydrogène va se déployer et on aura peut-être la chance d'avoir la possibilité d'avoir des véhicules à hydrogène. De toute façon, on va vers une ère multi-énergie, décarbonée, et c'est ce qui va être, cette mixité va être une difficulté en termes de gestion, en termes d'agrégation d'usage. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple aujourd'hui de faire des choix à long terme, puisque les investissements associés sont relativement coûteux. Aujourd'hui, si tous les particuliers ne changent pas de véhicule en véhicule électrique, pourquoi? Parce que ça a un coût, donc il faut utiliser cette transition, enfin les années qui arrivent, pour mettre en place cette transition énergétique et la décarboner la plus vite possible. J'ai terminé mon propos. En guise de conclusion, vous avez, je dirais que l'ensemble de cette présentation et les solutions exposées s'adressent à tout le monde, du citoyen aux collectivités. Donc, j'ai effectivement essayé de brosser l'ensemble des solutions énergétiques décarbonées. Je dirais qu'il faut profiter aujourd'hui pour la partie collectivité entreprise du plan de relance développé par l'État, parce qu'il y a effectivement des financements à aller chercher et qui peut permettre la réalisation de projets décarbonés. Ce plan de relance va être sur une courte période, hein, sur 2 ans. Après, il y aura toujours des subventions qui permettent d'obtenir des aides pour installer des bornes de recharge, d'installer des panneaux photovoltaïques, de faire de la rénovation énergétique et d'installer notamment grâce au C2E, des systèmes de production décarbonés. Donc, ce que je vous engage, c'est effectivement à construire vos projets pour utiliser des énergies décarbonées. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.